Mesdames, Messieurs, est-ce que ça marche? Oui. Alors, il m'a été demandé de faire des conclusions. En vérité, j'ai plutôt prévu un vrai article, une vraie analyse, parce qu'il est difficile de faire une conclusion d'avance sur des travaux qu'on n'a pas encore entendus, bien sûr. Et donc, il m'a été demandé de réfléchir sur comment, non pas comment, mais comparer les expériences. Alors, il est clair que lorsqu'on regarde aujourd'hui la situation de l'enseignement supérieur en droit, nous sommes en ce début du XXIe siècle face à de multiples changements, de défis qui sont multiples depuis les questions de financement, depuis les critiques incessantes concernant une certaine méthode. Je veux dire, lorsqu'on regarde le succès foudroyant et mondial qu'a connu le mooting, les clinics, legal clinics, etc., c'est que lorsqu'on voit les changements de cadre réglementaire, je dis juste Bologne et autres processus, lorsqu'on voit le système des rankings, la concurrence mondiale des universités, lorsqu'on voit en France les débats ô combien éternels entre d'un côté les facultés de droit et de l'autre côté Sciences Po Paris et les grandes écoles en général, il y a là un certain nombre de défis qui sont existentiels. Parmi ces défis, qui ne sont pas toujours les mêmes selon les pays, les établissements, il y en a un qui revient de façon récurrente et qu'on pourrait identifier comme un enjeu commun, mais qu'en vérité, je pense que ce n'est pas un enjeu commun, ce sont des enjeux. C'est la question qu'on peut appeler de manière un peu vague, englobant, dénationalisation. On parle de globalization of legal education, global legal studies, transnationalisation, études juridiques cosmopolites, d'études bijuralisme, transsystémisme, bijuridisme, diplômes bilingues, binationaux, trinationaux, et, comme je l'ai déjà dit, une certaine européanisation, ce qui est une forme de régionalisation de l'enseignement du droit, et enfin le terme de manière donc le plus vague, qui est celui de dénationalisation. Alors il m'est demandé de comparer un peu ces enjeux sous ces différents termes, sous l'angle non pas des discours, parce que Dieu sait qu'il y en a des discours. Et si vous regardez la littérature américaine, il faut surtout vous dire dès le départ, ce sont des discours, ne vous attendez pas à une pratique qui soit à la hauteur des discours. Et qu'à l'inverse, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des pays où il y a beaucoup de pratiques et il n'y a aucun discours. Meilleur exemple, à mon avis, c'est la France. Les diplômes binationaux, ils ont pullulé comme des champignons. Je pense que derrière, il y a des raisons qui tiennent, peut-être pas à des raisons financières, mais il y a des questions de sélection, puisque dans les cadres, évidemment, de binationaux, on peut enfin sélectionner ce qu'on ne peut pas dans les autres domaines. Ce qui fait qu'en France, j'ai essayé de faire la liste, mais presque toute université maintenant se doit d'avoir un diplôme binational pour exister sur le marché concurrentiel en France et en Europe. Alors que donc il y a cette réalité qui est assez ancienne, qui date des années 70-80. La France est un des pays qui a le plus de diplômes binationaux, avec, on va dire, l'Allemagne, champion là aussi de ce type de diplôme, et un peu moins, mais l'Angleterre aussi était parmi les leaders. Alors qu'il y a d'autres pays où ce diplôme, cette pratique est beaucoup moins fréquente. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de discours. Il n'y a pas de littérature en France sur ce qui se passe dans ces diplômes. Il n'y a pas un traître article sur ces questions en français. Il faut aller chercher 2 articles anglais sur les diplômes binationaux pour avoir un tant soit peu une idée de ce qui se passe dans la pratique. Que peut-on donc je vais essayer de raisonner, non pas sur les discours, mais sur des pratiques. Et je suis censé les comparer. Alors évidemment, comparer, une façon simple qui réduirait le champ d'études serait de dire, voilà, venant du Luxembourg, où j'ai été très impliqué dans une réforme de... Alors, le terme retenu a été, après moult discussions, la transnationalisation du bachelor en droit, donc la licence en droit. Sachant que nous avons discuté sur globalisation du bachelor en droit, nous avons parlé de théorie générale, ça c'était mon mot fétiche, la théorie générale, et puis c'est le terme de transnationalisation qui c'est, pour des raisons aussi, on va dire, il fallait un mot un peu sexy qu'on puisse vendre. Théorie générale, on ne peut rien vendre, c'est invendable.
Alors que sur le fond, vous allez voir, nous faisons, l'objectif que nous visons, c'est quelque chose qu'on pourrait qualifier à travers le terme classique, peut-être un peu vieillot, de théorie générale. Alors ce que je veux faire ici, en 2 temps, donc c'est comparer des expériences, et pas seulement celles avec le Luxembourg. Je vais peut-être en parler un peu plus, parce que c'est un exemple que je connais le mieux, mais je voudrais quand même parler d'autres expériences, et je vais le faire en 2 points. Un premier point, c'est d'abord clarifier un peu cette question de l'internationalisation en général. Qu'est-ce qu'on entend par ce terme un peu à la mode, passe-partout, très polysémique, insaisissable, non seulement lorsqu'on l'applique à l'internationalisation à l'éducation supérieure, mais en plus si on l'applique à l'enseignement du droit. Je pense que là aussi, il faut différencier les discours sur l'université en général et les discours sur l'internationalisation de l'enseignement du droit pour y voir un peu clair. Donc ce sera mon premier point, un peu cet enjeu de l'ouverture sur le monde externe, comment cet enjeu est en vérité perçu de manière différente. Et puis je vais, dans un deuxième point, me restreindre à un aspect de l'internationalisation de l'enseignement du droit, qui est le savoir. C'est l'internationalisation ou la dénationalisation du savoir enseigné, transmis, acquis. On peut discuter de l'adjectif à ajouter. Donc, tout d'abord, dans la première partie, l'enjeu de l'ouverture sur le monde externe des perceptions variables. Alors, je serai assez bref, je dirais assez vite sur ce point, c'est qu'aujourd'hui, on constate une amplification des discours autour de ces différents mots, notamment le mot d'internationalisation. Juste une série d'indices, parce qu'ils me paraissent particulièrement intéressants, et je les avance aussi un peu de façon provocateur, c'est que d'abord, dans les rankings à l'heure actuelle, le degré d'internationalisation est un élément d'évaluation des universités, et Times Higher Education, internationalisation, c'est même un critère en soi. Et là, j'ai le plaisir infime d'annoncer que récemment, le ranking a été publié pour l'année 2015 et 2016, et l'Université du Luxembourg a été classée numéro 2 en termes d'internationalisation, après l'Université du Qatar, et avant, dans les 10 premières, il y a surtout des universités suisses, et ranking global numéro 193 dans le monde. Donc, le ranking joue un rôle important. Il faut être international si on veut survivre dans le monde des rankings. Deuxième élément, deuxième indice, c'est qu'il y a des pressions. Il y a des pressions d'en haut, des autorités publiques, dans certains pays, qui clairement identifient l'enjeu d'une certaine forme d'internationalisation et qui poussent leur université à aller dans ce sens. Je prendrai 2 exemples que je connais le mieux sur ce point, qui sont très éclairants. L'Australie et le Japon. L'Australie a identifié, le gouvernement australien a identifié l'exportation des services juridiques par des law firms installés en Australie comme un enjeu économique crucial pour le PIB australien. Et donc, du coup, n'arrête pas d'encourager des initiatives. Il y a eu en 2012 un avis officiel très important par une équipe dirigée par Duncan Bentley, rapport qui a été fait pour le Office for Learning and Teaching en 2012 et qui porte précisément sur l'internationalisation des études juridiques. Il y a aussi eu en Allemagne l'avis de Wissenschaftsrat, du Conseil des sciences de 2012, qui a identifié l'enjeu de l'internationalisation comme un enjeu clé pour l'avenir de l'enseignement du droit en Allemagne. Au Japon également, le gouvernement japonais a poussé les universités à s'internationaliser parce qu'il a vu un intérêt politique. Notamment, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un aspect qui est très intéressant, c'est qu'il y a un aspect démographique. C'est que la démographie japonaise est déclinante. Il faut attirer du personnel qualifié. Et une façon d'attirer ce personnel qualifié, c'est précisément d'attirer de jeunes gens, des étudiants brillants au Japon pour qu'après, ils restent au Japon. Troisième indice, c'est qu'il y a un nouveau label. Si vous voulez être postmoderne comme faculté de droit, il ne faut plus juste appeler faculté de droit, ça c'est du has-been.
c'est qu'il faut s'appeler Global Law School. Et évidemment, il faut s'appeler en anglais. Il ne faut pas s'appeler Faculté de droit global. Il faut le faire, bien sûr, en anglais pour que ça sonne bien. Et donc, du coup, à l'heure actuelle, si vous allez sur Internet et vous cherchez Global Law School, vous tombez sur différentes universités dans le monde, que ce soit à Pretoria, que ce soit en Inde, que ce soit à Lisbonne, que ce soit dans différents endroits, à Pretoria, à Singapour, et que sais-je encore, qui, dès le départ, en introduction sur leur site Internet, s'intitulent eux-mêmes comme Global Law School, ou vous appelez School of Transnational Law. C'est le cas de la célèbre école de droit en Chine, qui enseigne à la fois le droit chinois et le droit des États-Unis, et qui a d'ailleurs voulu exporter ses juristes aux États-Unis, puisqu'elle a demandé l'accréditation de son école par l'American Bar Association, et accréditation qui lui a été refusée. Les Américains, sur ce point, alors qu'il y a eu des tensions internes au sein de ABA, ils ont mis un terme à toute procédure d'accréditation d'écoles de droit étrangères, alors que, en vérité, il me semble que ce n'est que l'aboutissement logique d'une certaine sous-traitance, puisqu'on sous-traite les services juridiques. Pourquoi ne pas sous-traiter l'enseignement et la formation carrément de ces juristes en Inde, puisque évidemment le faire en Inde c'est beaucoup moins cher que le faire aux États-Unis, et que de toute façon ces juristes formés en Inde feraient du droit des États-Unis pour des acteurs économiques aux États-Unis. Et puis un autre élément de ce discours, si vous voulez devenir paraître aujourd'hui moderne, post-moderne en termes de faculté de droit, il faut être bien sûr membre de la Association of Transnational Law School ou alors de la Law School Global League, qui sont deux associations fondées récemment, 2006 et 2012, qui là aussi s'autocongratulent pour dire qu'elles sont les vraies facultés de droit globalisées, dénationalisées, contrairement à tous les autres. Il y a évidemment là un phénomène de mode, c'est du marketing, c'est des bonnes guerres, il faut le noter, mais bien sûr, il ne faut pas non plus le rejeter d'un revers de main, parce qu'il y a là des évolutions de fond, c'est qu'il y a là des évolutions de fond qui sont en cours, et il serait pour le moins hasardeux que simplement d'ignorer ces transformations. Et puis, un autre indice, c'est qu'aujourd'hui, au moins dans, on va dire, les pays anglophones, il y a un débat débordant au sein de la science, parmi les professeurs, sur la dénationalisation de l'enseignement du droit, Global Legal Studies, Global Legal Education, etc. La littérature est abondante, elle est débordante, et il y a des débats très importants dans certains pays, mais pas dans d'autres. Par exemple, en France, le débat est assez peu développé, de même en Suisse, en Autriche, en Belgique, en Hongrie, en Allemagne, en Pologne, en Espagne, le collègue espagnol me l'a confirmé, même si par-ci par-là, il y a des débats, il y a des discussions, des congrès, des articles. Notons par exemple à ce titre que lors de la réunion du Congrès international de droit comparé, l'Association internationale de droit comparé, la dernière réunion à Vienne en 2014, un des ateliers portait sur l'internationalisation de l'enseignement du droit. Il y a donc des choses qui sont en train d'évoluer, tout en sachant que bien sûr ces discours ne signifient pas toujours que dans la pratique il y a quelque chose qui change, puisqu'il faut bien faire la part entre d'un côté le discours et de l'autre côté la pratique. Mais si on regarde quand même dans la pratique, on voit bien qu'il y a des choses qui évoluent. Le nombre de formations qui se veulent plus ou moins dénationalisées, internationalisées, cesse d'augmenter. Je prendrai aussi par exemple un élément, c'est que le nombre de diplômes binationaux ne cesse d'augmenter. Et la question qui se pose, bien sûr, de quoi parlons-nous globalement lorsqu'il est question de globalisation de l'enseignement du droit ? Et à ce niveau, il faut, il me semble, se méfier, puisqu'il y a en vérité trois évolutions qui sont potentiellement visées. Lorsqu'on dit un droit global, globalisation de l'enseignement du droit, il y a trois phénomènes qui sont potentiellement visés. Premier phénomène, c'est
le droit international qui joue un rôle de plus en plus important, ou au moins dans certains pays, on se rend enfin compte que le droit international existe, qui joue un rôle important. Et donc globaliser veut simplement dire on ajoute enfin des cours de droit international, alors que jusque-là, les cours de droit international ont été maltraités ou ont été marginalisés. Aux États-Unis, toute la discussion sur Globalization of Legal Education vise d'abord et avant tout la place du droit international. Et seulement en deuxième lieu, clairement, l'éventuelle place du droit comparé. Donc, premier phénomène, c'est l'importance peut-être accrue du droit international. Deuxième phénomène, c'est ce que certains appellent le nouveau droit global ou ce que certains appellent le droit transnational. Notamment l'école de Bruxelles adore le terme de droit global. Ils enseignent le droit global, qui en vérité, c'est un droit positif. C'est un droit positif créé par des acteurs privés, souvent dans des relations transnationales qui transcendent les frontières. Mais c'est du droit positif, simplement. Et lorsqu'on dit globaliser ici l'enseignement du droit, voudrait dire simplement on ajoute une matière juridique. Mais ça n'a rien à voir ni avec l'internationalisation au premier sens, ni au troisième sens. Le troisième sens, c'est que certains estiment que dans notre village planétaire, qui devient de plus en plus petit, où nous sommes de plus en plus en lien, en contact avec les autres pays, nous devons connaître qui sont les autres. Et donc, c'est l'importance accrue pour tel droit étranger. Ici, on pense notamment, par exemple, notamment aux droits des États-Unis, si on dit que globalisation veut dire en vérité américanisation, où il faudrait s'intéresser non pas seulement aux droits des États-Unis, ce que font beaucoup d'écoles de droit, mais il faudrait s'intéresser à divers droits étrangers, donc faire en vérité une véritable comparaison. Et à ce moment-là, bien sûr, ce serait une ouverture non pas à tel droit étranger, mais à différents droits étrangers comparés, donc aux droits comparés. Alors, ces enjeux d'internationalisation sont perçus de manière très variable selon les acteurs. Et, perception très variable. Pourquoi ? Parce que les acteurs universitaires ne sont universitaires ou non universitaires, parce que l'enseignement du droit n'est pas seulement fait par le monde académique, et là j'inclus les facultés et les éventuelles grandes écoles, mais il y a aussi les praticiens. Il est d'ailleurs intéressant à noter que lorsqu'on réfléchit sur la dénationalisation de l'enseignement du droit au sens plus d'importance pour tel droit étranger ou pour tel droit comparé, que la charge de travail, le défi, repose essentiellement sur les universitaires. Les praticiens, en tout cas certains praticiens, revendiquent une telle réforme de l'enseignement, mais s'investissent très peu lorsqu'il s'agit de l'enseignement des juristes, la formation des juristes dans les écoles de barreau, etc. Les écoles de barreau, de façon schématique, et j'ai étudié plusieurs pays, les écoles de barreau sont des bastions du nationalisme juridique. S'il y a une véritable évolution, c'est plutôt du côté des universitaires qu'on voit des évolutions. Alors, du côté des universitaires, donc faculté de droit ou grandes écoles, law school, quel que soit le terme, peu importe, les contraintes, bien sûr, qui pèsent sur ces acteurs ne sont pas du tout les mêmes selon les institutions et selon les pays, ce qui fait que l'internationalisation n'est pas du tout perçue de la même façon et gérée de la même façon selon les acteurs concernés. Il y a au moins, à mon avis, 9 facteurs qu'on doit considérer pour situer les contraintes d'un tel acteur. Je dirais d'abord les moyens financiers, on en a parlé, mais je dirais, sur ce point, j'aurais un propos iconoclaste à partir de l'exemple luxembourgeois, puisque lorsque nous avons transformé notre licence en droit, nous l'avons transnationalisée. Nous avons en même temps introduit une sélection à l'entrée, numerus clausus. Nous avons réduit de moitié le nombre d'étudiants. En même temps, nous avons eu un projet pédagogique extrêmement ambitieux, puisque nous avons dit qu'il fallait des petits groupes, cours interactifs, lecture en amont. Donc, il faut en vérité diviser même ce petit groupe encore en deux, donc dédoublement des cours. Et là, de prime abord, vous allez dire, mais comment vous allez financer tout cela ? Alors, vous allez me dire, oui, vous, au Luxembourg, bien sûr, le gouvernement vous donne de l'argent. C'est vrai, mais en l'espèce, nous avons été nous-mêmes surpris lorsque notre gestionnaire nous a calculé le coût de la réforme. Il nous a dit, votre bachelor nouveau est moins cher que votre bachelor ancien, parce qu'il y a un gaspillage d'argent énorme
dans des formations pour des très grands groupes, parce que vous gaspillez l'argent dans des formations TD pour 300 étudiants. Voilà, l'argent par là, pour en plus, taux de déperdition très important d'étudiants. Donc vous jetez l'argent par la fenêtre, alors que si vous faites quelque chose de plus performant, de plus intéressant, de plus exigeant pour un plus petit groupe, et en vérité, vous l'avez à un prix moindre. Donc, mes moyens financiers, un deuxième critère qui est à mon avis très important aussi, c'est l'âge. L'âge de l'institution. Il est assez intéressant de constater que ce sont souvent des jeunes institutions qui sont les plus courageuses en termes de réforme. Pourquoi ? Mais parce qu'il n'y a pas de tradition. Il n'y a pas d'obstacle de la tradition. Il n'y a pas de culture académique qu'il faut briser, dépasser. Dans le cas du Luxembourg, en plus, on n'a ni de tradition académique. L'université a été fondée en 2003. Donc c'est tout récent. Et il n'y a pas non plus un droit national, une tradition juridique nationale à défendre. Donc nous ne sommes pas censés être les gardiens d'un temple. Nous pouvons imaginer quelque chose de nouveau. Le troisième facteur à considérer, c'est les ressources humaines, bien sûr. Il vous faut non seulement un personnel adapté du point de vue linguistique, du point de vue de la motivation, très important. Il faut aussi, un point que soulèvent certains comparatistes, il faut peut-être, c'est un point à analyser, peut-être se méfier des comparatistes. Si vous voulez faire en fait un certain type de dénationalisation, les comparatistes ne sont pas forcément d'accord. Je reviendrai sur ce point une fois que je montrerai les différents types de dénationalisation. C'est un auteur américain qui insiste sur ce point. Quatrième facteur, c'est est-ce que dans ce pays, il existe une tradition juridique nationale, glorieuse, qu'il faut ou non défendre ? Si vous en avez une, en fait, elle risque de vous empêtrer dans la dénationalisation. Cinquième facteur, c'est le cadre chronologique des études de droit. Si vos études de droit sont comprimées en 2 voire 3 ans au maximum, grand maximum, vous avez peu de marge de manœuvre, vous devez tout faire en 2-3 ans, donc il n'y a pas de place libre pour ajouter des nouveaux cours. Ce qui du coup élimine un type de dénationalisation par l'ajout de nouveaux cours. En fait, vous ne devez pas ajouter de nouveaux cours, vous devez transformer au mieux les cours existants, ce qui pose d'autres problèmes. Et cette question du cadre chronologique est un argument, j'ai un peu retracé l'histoire de ces discussions, depuis un siècle en Angleterre, par exemple, c'est un argument constant, qui revient constamment comme problème majeur, c'est il n'y a pas la place, il n'y a pas le temps. Sixième facteur, c'est que si vous voulez dénationaliser les études, il vous faut des manuels portant sur ce savoir, dénationalisé. Et en plus, il vous faut des manuels dans une certaine langue, la langue que vous utilisez pour votre enseignement. Or, je dirais, autant en droit constitutionnel, il y a déjà beaucoup de manuels de littérature, parfois mauvais, ou améliorables, on va dire, en termes de droit constitutionnel dénationalisé. Mais en droit civil, par exemple, c'est beaucoup plus difficile, et je ne vous parle pas du droit administratif. Assurant moi-même un cours de droit administratif comparé, je peux vous dire tous les problèmes qu'il y a à trouver un manuel pour le donner aux étudiants. Septième problème, c'est que est-ce que les étudiants sont intéressés par la globalisation ? Je n'interviens pas, je n'insiste pas sur ce point. Est-ce que les étudiants sont vraiment intéressés ? Et puis, il y a un autre élément, est-ce qu'il faut attacher beaucoup d'importance à l'intérêt manifesté par les étudiants ou est-ce qu'il faut au contraire leur dire que peut-être qu'ils ne voient pas l'intérêt de cette globalisation à court terme, mais qu'à long terme, pour leur bien, on va leur imposer la globalisation ? C'est un débat. Huitième facteur, c'est quelle est l'attitude des praticiens du droit et du ministère. Alors, on a déjà parlé de cet aspect, donc je n'insiste pas. Au Luxembourg, nous avons une chance inouïe, puisque je pense que nous sommes l'un des rares pays à avoir la chance inouïe de n'être soumis ni au ministère, ni aux praticiens. Nous définissons nous-mêmes les programmes du droit à l'université. Pourquoi ? Parce que
on a fait une loi sur l'université et évidemment, le gouvernement n'imposerait pas aux chimistes ce qu'ils doivent faire dans leur formation de chimistes. Et donc, du coup, nous avons, juristes, profité de cette largesse et donc, nous sommes tout seuls à définir l'enseignement du droit. Alors, évidemment, nous avons tenu compte du marché. Nous n'allons pas former des juristes simplement selon nos lubies, sans tenir compte, bien sûr, du marché de travail. Or, le marché de travail est très intéressé par ce type de juriste. Et j'arrive ainsi au 9e facteur, c'est le marché de travail. C'est-à-dire que pour une université, pour qu'elle se lance dans un projet d'internationalisation, il faut qu'il y ait à une proximité qui soit visible par les étudiants, un marché de travail. Si ce marché de travail n'existe pas, je pense que c'est très difficile de se lancer dans une internationalisation. Il faut que les étudiants voient assez clairement ce vers quoi ce type d'enseignement peut mener. Alors, au vu de ces contraintes, bien sûr, on comprend aisément que certaines universités ne se sont pas lancées dans une véritable internationalisation ou l'ont fait de façon assez cosmétique, alors que d'autres, au contraire, se sont lancés corps et âme dans une certaine forme d'internationalisation. Notons aussi que ce qui est très intéressant à noter, lorsqu'on regarde les sites internet des différentes facultés de droit, écoles de droit, comment elles se présentent, quelle est leur identité, puisque maintenant il y a une sorte de carte de crédit pour chaque faculté de droit, on voit très souvent qu'ils mettent en avant des priorités pédagogiques qui sont tout à fait légitimes, mais qui n'appellent pas véritablement ou pas à outre mesure une internationalisation. Si vous visez à faire une formation interdisciplinaire, à mon avis, il est très difficile d'y ajouter en plus l'internationalisation. Il me semble que là, on risque de courir 2 lièvres et d'en attraper aucun. Si vous visez à défendre un certain idéal de justice, par exemple religieux, théologique, musulman par exemple, évidemment, vous n'allez pas vous lancer dans une internationalisation dans le sens que vous allez faire du droit des États-Unis. Voilà. Il n'en reste pas moins que, comme je l'ai dit, il y a un grand nombre de facultés maintenant, d'écoles, qui se lancent dans une autre forme d'internationalisation, sachant que l'internationalisation de l'enseignement du droit, ce terme clé, peut être compris au sens large de différentes manières, puisque lorsqu'on parle d'internationalisation de l'enseignement du droit, on peut parler, par exemple, de l'internationalisation du corps enseignant, et c'est une problématique. On peut parler de l'internationalisation du public des étudiants, et c'est encore une autre problématique. On peut s'intéresser à l'internationalisation des lieux d'enseignement, ou la déterritorialisation, un terme que je ne trouve pas non plus totalement adapté, puisque c'est bien dans des lieux que sont situés toujours ces enseignements. C'est l'idée, par exemple, des campus. Il y a l'internationalisation du cadre réglementaire de l'enseignement du droit. C'est toute la question de Bologne, de l'influence du modèle des États-Unis, des études en droit à un niveau postgraduate, etc. Et il y a l'influence même des firmes qui s'occupent des accréditations et des labellisations des formations. Tout cela fait qu'il y a des facteurs de l'extérieur qui agissent sur votre cadre réglementaire qui n'est plus totalement national. Il y a aussi un facteur auquel on pense rarement dans la littérature, dans le débat sur l'internationalisation, c'est l'internationalisation des modes de financement. Je pense par exemple ici aux pays en voie de développement. Lorsque vous avez un pays donateur qui vous donne de l'argent et qui défend un certain droit national, tradition juridique glorieuse, vous pouvez vous attendre à ce que ce donateur insiste un peu à ce que son droit soit quelque part présent dans cette formation qu'il finance aussi. En revanche, il y a un exemple, un professeur de droit de suédois qui a travaillé pour le politique développement de la Suède, qui a au contraire marqué la différence de petits pays. La Suède, lorsqu'elle finance des formations à l'étranger, n'insiste pas à ce que les bibliothèques étrangères achètent du coup des livres et manuels en suédois, puisque de toute façon, ce serait totalement illusoire, et donc du coup, finance les manuels en anglais, pas en français. Et puis, l'internationalisation peut aussi signifier l'internationalisation des débouchés professionnels. Et c'est encore un autre problème.
Lorsqu'on parle au sens strict, en tout cas lorsque moi je propose d'appeler au sens strict l'internationalisation de l'enseignement du droit, c'est l'internationalisation qui concerne seulement le contenu, les contenus enseignés en cours, les méthodes qu'on utilise pour enseigner ces matières, et la question du régime linguistique de la matière ainsi enseignée. Donc l'internationalisation se réduit à ce qui se passe en classe. Et c'est sur ce point que je voudrais me focaliser très brièvement dans ma deuxième partie. Je ne suis plus tout à fait habitué au rythme français des plans de partie avec la gestion. Je pense que j'aurais à nouveau raté, enfin j'aurais probablement dépassé, comme à la Greg, le temps imparti des 30 minutes. Alors, lorsqu'on s'intéresse à l'internationalisation au sens strict du savoir juridique enseigné, transmis, acquis en classe, selon certaines méthodes, selon un certain régime linguistique. Qu'est-ce qu'on peut voir comme type de solution ? Alors, de ce point de vue-là, je pense qu'on peut situer cette internationalisation sur une grille, dans un éventail de solutions qui vont du degré 0 d'internationalisation vers un tel degré d'internationalisation où le droit national disparaît. Et entre les deux, on a une place plus ou moins importante du droit national et d'autres droits étrangers, droits comparés, etc. Je mentionnerai ici, pour manque de temps, 3 solutions principalement. Première solution, c'est ce que j'appelle l'externalisation. L'externalisation. C'est une solution ancienne qui a été utilisée dans le passé, on va dire dans le 19e siècle, dans un contexte où l'enseignement du droit se faisait principalement par rapport au droit national. Et la résistance à l'intérieur des facultés de droit et des écoles de droit était telle qu'il n'était même pas envisageable d'inclure dans le parcours ordinaire en droit du droit comparé. Et donc, on a externalisé l'enseignement du droit étranger, droit comparé, hors du parcours ordinaire de droit à la faculté de droit, et on l'a mis où ? Soit hors de l'université, exemple Collège de France au XIXe siècle, hors des facultés de droit, par exemple à la faculté de lettres à Lyon, l'Institut de droit comparé, son premier diplôme qu'il a délivré, c'est assez drôle, c'est des circonstances qui ont amené à cette solution, c'est en fait le certificat d'études juridiques comparées qui avait été mis en place par Lambert à Lyon, avait à l'origine été distribué par la faculté de lettres pour des raisons strictement bureaucratiques, parce que la faculté de lettres pouvait librement définir ses diplômes, alors que la faculté de droit devait soumettre ses diplômes au ministère à Paris. Positionnement hors de l'université IEP, bien sûr, Sciences Po, ou en Angleterre, The School of Oriental and African Studies. C'était aussi, on mettait le droit comparé africain, des colonies hors de la faculté de droit. C'est pour les fonctionnaires qui veulent aller dans les colonies, mais ce n'est pas pour les juristes anglais qu'on va leur enseigner ces matières étrangères. Et puis, positionnement même à l'intérieur de la faculté, mais pas dans le parcours ordinaire. C'est-à-dire, on dirait aujourd'hui, on fait un diplôme universitaire, mais ce ne sera pas ni dans le bachelor, ni dans le master. Vous faites un certificat en plus, qui est à la faculté, mais ce n'est pas le cœur de l'enseignement du droit. Et vous avez ainsi un diplôme en plus. Vous faites une summer school qui n'est pas comptabilisée dans votre parcours ordinaire. Donc là, on est encore et toujours dans la logique de l'externalisation. Certains qui essayent de faire une typologie des formes de dénationalisation parlent même de ségrégation, un terme qui, à mon avis, est un peu fort, mais qui révèle bien une partie des raisons qui ont abouti à ce type de solution que moi je propose d'appeler l'externalisation. Deuxième type de situation, c'est ce que j'appelle la reconnaissance. La reconnaissance, c'est-à-dire que c'est le parcours ordinaire en droit
à la faculté de droit ou l'école de droit, qui désormais accepte en son sein des cours de droit étranger et ou droit comparé. Et cette reconnaissance, ce modèle de la reconnaissance peut en vérité prendre plusieurs formes, plusieurs variantes. La première variante, qui est illustrée par deux types d'exemples, la première variante consiste à ce que je propose d'appeler le modèle de l'addition. On ajoute des cours en plus. On a le stock traditionnel des cours de dogmatique du droit national existants, et on ajoute de nouveaux cours qui, eux, portent sur le droit comparé, droit étranger. Cette solution peut être une solution minimaliste. Il y a un cours de droit comparé. Ça, c'était la solution un peu classique, qui au mieux est optionnelle, enfin parfois obligatoire, et encore. Mais cette solution peut aussi donner lieu à des formations extrêmement ambitieuses en termes d'internationalisation. Par exemple, je prends l'exemple de la School of Oriental and African Studies. Elle applique la logique toujours de l'addition, mais elle a un parcours qui est extrêmement internationalisé avec des matières extrêmement intéressantes, un personnel très, très compétent, etc. Le deuxième exemple, mode d'exemple que je citerai, c'est les doubles et triples diplômes. Parce que nous sommes encore et toujours dans la logique de l'addition, puisque dans les diplômes binationaux, schématiquement, on dit je prends un certain nombre de cours fondamentaux du pays A, je les réduis, on va dire, à 50%, je prends le pays B, là également, les cours essentiels, je les réduis à moitié, j'ajoute le tout et j'ai mes 100% de cours. Je schématise un peu, parce qu'en vérité, les choses sont parfois beaucoup plus compliquées, plus intéressantes, mais aussi parfois beaucoup plus compliquées, parce que 50%, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des formations qui sont 70% droit A, 30% droit B, etc. Ce qui est le propre de ces types de diplômes, des binationaux ou trilatéraux, c'est qu'ici, la surface étudiée géographique est très limitée. On s'ouvre vis-à-vis d'un seul pays, en général, au maximum de pays, mais on approfondit. Pourquoi ? Parce qu'on considère que le but est que le juriste qui sort de cette formation n'est pas un juriste global, c'est un juriste binational. Il est censé être opérationnel dans l'un et l'autre pays. Et du coup, vous devez avoir une immersion, un approfondissement de la matière juridique, parce qu'on n'attend pas une sorte de connaissance un peu superficielle de tous les systèmes du monde. Il vous faut une profonde connaissance de deux pays pour que vous soyez opérationnel dans les deux. Et la spécificité de ce diplôme, c'est qu'il donne en principe, pas toujours le cas en Allemagne, accès au barreau dans chacun des deux pays. C'est vraiment une spécificité de ce type de formation qui a émergé dans les années 70 en France et en Angleterre, qui s'est répandue, comme je l'ai dit, dans un certain nombre de pays, mais pas tant tout. Il y a des pays qui ne connaissent pas de diplôme binational, Belgique, Autriche. La Suisse était très hésitante jusqu'à un temps récent. En Espagne, il n'y a pas beaucoup de ces diplômes. Luxembourg, il n'y en a aucun. Donc là aussi, en Irlande non plus, à ma connaissance. Donc là aussi, c'est un type de diplôme qui est à la mode dans certains pays, mais pas dans d'autres. Le deuxième forme de reconnaissance, ce n'est pas qu'on ajoute des cours, mais c'est le mot-clé de l'intégration. C'est le mot-clé de l'intégration. C'est que ce sont des solutions qu'aujourd'hui, dans la littérature qui essaye de réfléchir sur les typologies, les types de dénationalisation, c'est ce qu'on appelle intégration et integration. Alors, de quoi s'agit-il ? Ce mot, qui connaît trois variantes, ce mot renvoie à l'idée que la solution d'ajouter des cours ne marche plus. Soit parce qu'il n'y a plus de place, soit, là c'est une sorte de défaitisme des comparatistes, alors faute de mieux, faute de ne pas obtenir plus de cours de droit comparé, aller en prône l'intégration, ou alors, donc non pas dans un esprit de défaitisme, mais au contraire, dans un esprit de conquête. On a déjà comme comparatiste conquis un certain nombre de cours autonomes en droit comparé, on ne veut pas se contenter de cela,
on veut envahir, je parle volontairement de façon provocatrice un peu de ce mode de raisonnement, on veut intégrer, on veut envahir les cours normaux. On ne veut pas être exclu des cours normaux qui sont les cours fondamentaux, où là se joue vraiment, la formation se joue vraiment dans ces cours-là, et le droit comparé doit être quelque part présent, et c'est ce qu'on appelle, en quelque sorte, j'aurais pu dire aussi de l'entrisme, hein, on fait de l'entrisme. Et ce discours, alors c'est très intéressant, s'est développé au cours du XXe siècle. Le mot, comme mot-clé, apparaît dans les années 70, lors d'une conférence européenne, la 4e conférence européenne des facultés de droit à Strasbourg, dans le cadre du Conseil de l'Europe, en 1976. Les facultés de droit veulent plus de droit comparé, d'abord par des cours autonomes, logique de l'addition, mais ajoutent, on voudrait aussi que le droit comparé soit intégré, et on a là le mot-clé, dans tous les cours, pour tous les étudiants. Et c'est à partir de là qu'on a le mot intégration. René David le reprend, il y a d'autres comparatistes français qui le reprennent, les Anglais le reprennent, traduisent en integration, et c'est le mot-clé, notamment mis en avant dans un article très provocateur qui a fait beaucoup jaser, de Matthias Reinmann en 1996. Il a écrit un titre, The End of Comparative Law as an Autonomous Subject, suggérant, arrêtons de demander des cours à part, puisque nous sommes en fait marginalisés, nous sommes dans ces cours, c'est un ghetto, c'est une voie de garage. Nous devons intégrer tous les cours, nous devons être présents dans tous les cours, parce que c'est là que cela se joue. Nous n'obtiendrons jamais plus que ce cours qui s'appelle Comparative Law. Or, cette voie est une voie de garage. Il faut donc intégrer. Alors, que veut dire intégrer ? 3 variantes. Première variante, c'est ce que j'appelle la coloration comparatiste d'un cours de droit national. C'est-à-dire, vous avez un cours qui s'intitule à la limite cours de droit constitutionnel français. Et rien ne vous interdit de dire, oui, bien sûr, je fais du droit constitutionnel français, mais à l'occasion, par-ci, par-là, je fais un peu d'ouverture sur des droits étrangers choisis au hasard selon tel ou tel intérêt pratique ou cognitif. Ça, c'est la solution, on va dire, un peu minimaliste, pointilliste. Une version plus ambitieuse, c'est ce que j'appelle la transformation des cours de droit national, des cours fondamentaux de droit national, en cours de droit comparé. Et donc là, il faut une réforme, il faut véritablement changer la maquette, il faut donc trouver l'accord. Et là, de quoi s'agit-il ? C'est qu'on dénationalise en disant, nous devons donc étudier dès le départ, pas seulement le droit national, mais différents droits. Mais lesquels ? Comment ? Parce qu'il faut que ce soit gérable. Je n'ai que 30 heures de cours. Je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas faire 200 États du monde. C'est impossible. Donc, une solution, c'est de dire, et c'est par exemple la solution qui est illustrée par l'exemple de Maastricht, je définis d'avance pour mon cours que je vais étudier 4 pays. Et de manière systématique, je vais toujours étudier toutes les questions au regard des solutions apportées par ces 4 pays. Alors, ce système marche très bien lorsque vous avez la chance que dans votre branche du droit, toutes les choses les plus intéressantes à dire dans votre matière sont concentrées dans ces 4 pays. Et donc, vous n'avez jamais besoin de sortir de ces 4 pays pour avoir tout ce que cette matière peut présenter d'intéressant. Il paraît qu'en droit international privé, un collègue de droit international privé m'a dit que si vous étudiez l'Allemagne, la France, l'Angleterre et les États-Unis, vous avez tout. Dehors, ce n'est que du copiage, apparemment. En droit constitutionnel, je pense que c'est problématique. Maastricht fait européanisation, donc du coup, logiquement, devrait exclure les États-Unis. Bon, là, déjà, le constitutionnaliste dira c'est inacceptable, on ne peut pas exclure les États-Unis. Mais c'est ça le problème de ce type de solution, c'est que vous limitez forcément votre champ d'études à certains pays. L'avantage, c'est que la masse des informations devient gérable pour vous, enseignants, et pour les étudiants. Troisième variante, c'est la plus ambitieuse. C'est ce que j'appelle la théorie générale, ou c'est ce que j'appelle faire
des typologies. Et c'est ce que mes collègues, mon collègue Pascal Ancel, qui a été le président de la commission de réflexion sur la mise en place de cette réforme de transnationalisation de l'enseignement du bachelor en droit à Luxembourg, appelle, lui, la transnationalisation. De quoi s'agit-il ? On ne se limite plus d'avance à quelques pays. On considère qu'on doit, en quelque sorte, être vraiment global, très ambitieux, et viser à englober, avoir une théorie générale au sens strict du terme, c'est-à-dire générale voulant dire universelle. Il nous faut une théorie universelle du droit constitutionnel, une théorie universelle du droit administratif, une théorie universelle du droit des contrats. Est-ce que c'est faisable ? Cette méthode, elle est faisable. On l'expérimente, on l'applique déjà. En vérité, c'est une méthode qui est déjà appliquée et qui est faisable, puisque, d'une certaine manière, on pourra en reparler, même la France l'a, en quelque sorte, déjà appliquée depuis au moins 100 ans en droit constitutionnel. La méthode consiste dans la chose suivante. On commence par identifier les problèmes majeurs qui se posent dans votre branche du droit. Quels sont les problèmes fondamentaux? Nous sommes un peu dans une logique fonctionnaliste. Quels sont les problèmes de base? Deuxième étape, quelles sont les solutions qui existent dans le monde? Et vous cherchez partout et vous espérez trouver les plus intéressantes. Et là, dans cette deuxième étape, vous retenez les plus intéressants, les modèles les plus intéressants qui illustrent certains types de réponses. Et donc la réponse donnée en cours, c'est une typologie. Les types de réponses qu'on peut apporter à tel problème. Et la troisième étape, c'est que vous pouvez, après avoir fait cette typologie, vous pouvez situer le droit national. Vous dites, le droit français est ici, il est dans tel type, ou il est quelque part, tantôt dans un type, dans l'autre. Vous pouvez, du coup, beaucoup plus clairement situer votre pays. C'est ce qu'on fait en France, n'est-ce pas? Lorsqu'on veut essayer de démontrer aux étudiants où se situe le régime de la Ve République, qu'est-ce qu'on fait? On dit, voilà le type du régime parlementaire, voilà le type du régime présidentiel. Où est la France? Eh bien, il faut se situer par rapport à ces types. Et c'est ainsi qu'on arrive à mieux cerner ce qu'est la France, du point de vue du droit constitutionnel. Donc, typologie. Je termine. Au Luxembourg, donc, notre objectif, c'est d'aboutir à ces typologies. Notez aussi que dans le cadre de cette réforme, nous avons donc, parmi les innovations, introduit une sélection à partir de critères linguistiques, de motivation. Nous avons, d'autre part, introduit une chose qui, à mon avis, est très intéressante, c'est que nous avons consacré la première semaine de la première année entièrement au cours d'introduction au droit. C'est-à-dire, les étudiants, après une semaine, ont fait tout le cours d'introduction au droit, ce qui fait que lorsque moi je commence mon cours de droit constitutionnel en deuxième semaine, je n'ai plus, en principe, à expliquer à mes étudiants ce qu'est la coutume ou la jurisprudence de zéro, parce qu'ils sont déjà avoir une vision un peu globale, ce que peut être le droit, ce qui me permet du coup de mieux démarrer dans mon propre cours de droit constitutionnel. Un autre point, c'est que nous avons vu l'étendue de la masse des informations à gérer. On a supprimé le cours magistral ex cathedra. C'est que les étudiants sont censés venir en cours en ayant lu des documents, et en cours, nous discutons ces documents. Cela suppose bien sûr qu'il y ait du temps libre pour les lectures. Il faut donc réduire le nombre de cours, il faut réduire le nombre d'heures de contact avec les étudiants. Il faut des petits groupes. Et nous avons aussi introduit, pour ne pas abandonner le droit luxembourgeois, qui pourrait, quelque part, on pourrait dire, mais vous perdez de vue le droit luxembourgeois dans votre typologie, ou, ce qui est à mon avis la vraie critique, vous ne faites plus de la dogmatique. Et c'est sûr, lorsqu'on fait des typologies, on ne fait pas de la dogmatique. Et du coup, on a complété chaque cours transnationalisé, qui vise des typologies, par un petit cours de dogmatique du droit luxembourgeois. Donc il y a le cours de droit constitutionnel théorie générale. Alors en français, ça s'appelle théorie générale du droit constitutionnel. En anglais, impossible à traduire et ce ne serait pas sexy, donc on l'appelait Global Constitutional Law. Il y a, après ce cours qui
trace une typologie, il y a un cours de dogmatique du droit constitutionnel luxembourgeois qui est focalisé sur des cas pratiques, puisque la dogmatique, c'est de savoir résoudre des cas. Dernier élément de cette réforme, c'est la langue. C'est que nous avons considéré qu'il fallait absolument, au vu aussi clairement des besoins du marché luxembourgeois, des juristes qui savent parfaitement parler l'anglais et le français, bien sûr, parce que le droit luxembourgeois est principalement rédigé en français. Nous avons donc poussé à un bilinguisme qui se veut équilibré. On sait que 50% des cours sont censés être en anglais, 50% en français, avec en plus, puisque nous avons dédoublé les cours, le même cours peut être en français et en anglais, donc nous pouvons attirer aussi des étudiants Erasmus qui ne parlent que l'anglais, ce qui est bien. Nous avons veillé à ce que les étudiants tantôt suivent tel cours en français et puis après un autre cours en anglais pour qu'il n'y ait pas, les uns ne font que de l'anglais et les autres que de français. Il y a une question, lorsqu'on raisonne sur les questions du bilinguisme, qui se pose, c'est que est-ce que le bilinguisme, c'est un bilinguisme équilibré? C'est ce que nous visons. Et est-ce que c'est un bilinguisme qui, en vérité, peut se définir par deux monolinguismes séparés? C'est que tel cours ne fait tout en anglais et tel autre ne fait que la matière en français. Alors, où est-ce qu'on fait du code switching? C'est-à-dire, on commence le cours en anglais parce que nous parlons de droit anglais, et puis tout à coup, nous parlons de droit luxembourgeois, allez, nous allons basculer en français. Il faut savoir que nos collègues des facultés des lettres, en histoire par exemple, les formations en histoire sont des formations dénationalisées, les cours se font en 3 langues. C'est-à-dire, le professeur va commencer en allemand, passer à un moment donné en français, puis parler en anglais, et les étudiants également. Alors, ce serait pour nous aussi peut-être un rêve d'arriver à ce stade-là. En master, certains collègues réussissent à le faire avec leurs étudiants, de faire du code switching. Au niveau du bachelor, on s'est dit qu'il était déjà bien pour nos étudiants de ne pas trop les maltraiter et de faire un cours en anglais et l'autre en français pour qu'il y ait une certaine cohérence linguistique. Mais l'objectif, c'est bien qu'à un moment donné, ils puissent justement faire ce switching et être à même de faire cette gymnastique intellectuelle qui est de passer d'une langue à l'autre. Je vois que j'ai été très très long. Je pense que c'est le fait que je ne sois plus vraiment un professeur de droit français. Je vous remercie. Alors je crains que cela ait épuisé le temps du débat. Je crois que la journée a été riche, comme l'a